Bonjour et bienvenue dans Sois gentil, dis merci, fais un bisou, le podcast des anciennes petites filles sages qui ont arrêté de l'être. Je suis Clémence Bodoc. Si tu aimes Sois gentil, dis merci, fais un bisou, tu peux m'aider à le faire connaître en allant mettre 5 étoiles sur iTunes ainsi qu'un commentaire sympathique. Abonne-toi sur ton appli de podcast pour ne rater aucun épisode que tu pourras retrouver sur Deezer, Spotify, iTunes, SoundCloud et sur la chaîne YouTube dédiée. Et sans plus attendre, je te laisse découvrir mon invité. Je suis avec Samantha Davis. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté de me rencontrer dans le cadre de ce podcast. Samantha, tu es navigatrice et tu es britannique. J'adore ton accent. Merci. Alors, je vais te faire une confidence pour commencer cet entretien. J'ai le mal de mer et je connais pas grand-chose à la navigation. Mais alors, j'ai une profonde admiration pour les aventurières comme toi. Je regarde l'arrivée du Vendée Globe à la télé avec toujours une excitation indescriptible quand les premiers bateaux arrivent. Donc j'en profite de t'avoir sur le canapé de la rédac de Mademoiselle pour que tu me parles un peu de cet univers. Déjà, ça consiste en quoi en fait être navigatrice ? D'être navigatrice, il faut faire la voile, mais pas que. C'est ça que moi j'adore, le fait que c'est quelque chose qui est très complet, surtout la course au large en solitaire. Il faut tout faire tout seul sur un bateau. Donc d'être navigatrice, on traverse les océans, on va loin, et il faut faire la navigation, il faut régler les voiles, mais aussi il faut entretenir un bateau. C'est une machine qui est très technique et il faut que cette machine continue à marcher pendant plusieurs semaines ou voire plusieurs mois pour un tour du monde. Et ça, c'est pas rien. T'as déjà fait le tour du monde ? J'ai tenté 4 fois un tour du monde, donc 2 fois en équipage et 2 fois en solitaire. Et j'ai réussi à finir 2 sur les 4. Et puis un autre, j'ai fini en avion. Et puis en 2012, j'ai pas allé très loin, j'ai cassé mon mât sur un Vendée Globe, et donc j'ai fait demi-tour. La première question que je pose à toutes mes invitées dans ce podcast, c'est quel genre de petite fille tu étais quand tu avais 7 ans ? Quand j'avais 7 ans, j'étais une petite fille qui un peu contrariée parce que ma petite sœur, elle a 7 ans moins que moi, et j'avais profité pleinement d'être fille unique pendant 7 ans, et puis il y avait cette bébé qui arrivait dans la famille et c'était un peu compliqué pour 2-3 mois, mais j'ai vite rendu compte que c'était pas mal aussi d'avoir une petite sœur. Donc c'était mes 7 ans. Mais est-ce que tu te trouvais plutôt une petite fille calme ou plutôt garçon manqué, tu sais, comme on dit, déjà à grimper aux arbres et à explorer de nouveaux horizons? J'étais un peu j'ai de la chance d'être née dans une famille de marins. Donc déjà à 7 ans, j'avais 7 ans d'expérience de navigation sous mes pieds. J'étais aussi très bonne nageuse parce que pour mes parents, c'était important que je savais nager. Pour la sécurité en mer. J'ai fait pas mal de sport déjà. J'étais sportive, mais aussi j'étais calme et très bonne élève à l'école. Donc j'aimais bien ça. Et puis garçon manquait un petit peu. Je jouais avec les voitures, mais je jouais avec des poupées. Mais plus tard, je pense que je suis le fils que mon père n'a pas eu. C'est vrai. Un petit peu, oui. Donc j'étais un peu de tomboy de temps en temps, oui. Comment tu t'es intéressée à la navigation ? C'était parce que ça venait de ta famille, mais souvent, tu sais, les enfants qui grandissent dans un milieu ont tendance parfois à s'en détacher à l'adolescence, justement pour se construire leur propre identité. Comment ça s'est passé pour toi ? C'est venu naturellement ou c'était une envie différente ? C'est venu naturellement, et c'est sûr que mes parents, ils étaient inquiets. Que à l'âge où je peux décider de ne plus venir en bateau en famille, que je vais plus jamais monter sur un bateau parce qu'ils m'ont imposé beaucoup de voiles quand j'étais petite, mais c'était l'inverse en fait. Quand j'avais l'âge de ne plus aller avec mes parents, je suis allée chercher les gens qui faisaient la régate pour aller faire la course, parce que mes parents c'était que la croisière et moi je voulais faire la compétition, je voulais aller plus loin, plus vite, et
Donc c'était un peu l'inverse des peurs de mes parents. C'est venu naturellement parce que j'avais de la chance de faire la voile avec ma famille dans le Solent en Angleterre. C'est la côte sud de l'Angleterre et c'est là où les grandes courses autour du monde partaient et revenaient. Et puis d'autres grandes courses avec des bateaux très high-tech technologique que moi en tant que jeune ingénieur, parce que j'ai fait ces études-là, j'avais gardé ces bateaux aussi qui m'ont inspiré. Donc j'étais un peu attirée par de voir ces bateaux très, très incroyables et de vouloir comprendre mieux et peut-être aller essayer de naviguer dessus. Tu dis que tu étais attirée par la compétition, mais qu'est-ce qui t'attirait dans la compétition ? Moi je pense que c'est peut-être dans mes gènes. La compétition, pour moi, quand j'étais petite, j'ai fait la natation synchronisée. Et, c'est vrai ? Donc c'était mon sport et j'ai fait assez haut de niveau. Ma sœur encore plus. Et j'ai couru aussi la natation normale aussi. Oui, donc parce que synchronisé, c'est de la danse, on est d'accord. Oui, c'est un peu la danse sous l'eau. Ouais. Je suis nulle. Pas si garçon que ça, en fait. Non, j'ai vécu, quand j'étais petite, j'ai vécu une vie entre filles, parce que j'étais à une école où il n'y avait que les filles, et j'ai fait la natation synchronisée, où il n'y avait que les filles, ou très peu de garçons. Donc j'ai basculé d'un monde quasiment entouré par les filles vers un monde de la course au large où on est minoritaire. Et t'as senti une différence en changeant comme ça d'univers ? Non, pas du tout. J'ai pas du tout marqué. C'est quelque chose que j'ai rendu compte peut-être 20 ans plus tard quand j'ai raconté ma vie à quelqu'un et je dis ah oui quand même j'ai changé. En plus j'ai fait les études d'ingénieur où on était je pense que dans mon année à l'université on était 7% femmes. Donc j'ai basculé jusqu'à mes 18 ans dans un milieu avec les filles. Après, c'était plus avec les garçons. Du coup, vers quel âge tu as commencé à faire des compétitions de voile ? Les compétitions de voile, c'était... j'ai fait un petit peu pour rigoler avec mes copines quand j'avais 15-16 ans, mais pas du tout à haut niveau parce que pour moi, la natation était mon sport. Et la voile, c'était les vacances et la famille et le plaisir. Donc, c'était plus vers mes 18 ans quand je pouvais partir tout seul faire les courses au large sur les bateaux des autres que je commençais à faire des courses les courses un peu plus importantes. Donc tu as d'abord fait des courses en équipage avant d'en faire en solitaire ? Oui, j'ai fait beaucoup de courses en équipage. Donc le premier tour du monde, c'était en équipage féminine. On est parti faire un trophée Jules Verne. J'avais 22 ans. Je venais tout juste d'avoir ma diplôme. Et puis j'étais recrutée dans cet équipage féminine pour faire ce trophée Jules Verne qui est un tour du monde sans escale en équipage. Donc c'était Olivier de Castelsan qui avait le record sur le moment quand on est parti. Parce que la compétition est mixte, mais votre équipage il était 100% féminin. Exactement, et dans la course large, c'est un sport qui est un des sports uniques où il n'y a pas de division homme-femme, donc on court tous dans la même division, il y a un vainqueur. Une vainqueur, donc il n'y a pas de division et il n'y a pas d'excuse de ne pas gagner si on est femme-homme, on peut tous gagner. Parce que tu expliquais tout à l'heure que il faut gérer tout le bateau, donc il n'y a pas qu'une question de force physique, pas qu'une question de résistance, il y a aussi, pas qu'une question de résistance physique en fait. Non, actuellement le bateau que je navigue, le bateau Initiative Cœur, c'est dans une classe de bateau qui est assez physique quand même, mais c'est tellement physique que c'est dur pour tout le monde et la force qui fait la différence, c'est la force mentale en fait. Et c'est pour ça que moi je peux et j'ai gagné des courses, donc j'ai fait l'épreuve que c'est possible. Alors je reviens là-dessus, sur la force physique d'abord, comment tu peux m'expliquer pourquoi il ne faut pas la même force physique selon le type de bateau ? C'est quoi les différences
les grandes lignes des différences. Pourquoi certains bateaux sont plus physiques que d'autres, par exemple? La taille du bateau, ça peut déterminer si c'est très dur ou pas très dur, parce que les bateaux plus petits, par exemple un bateau de 6,50 m, il y a une course assez connue dans le monde de la course au large en solitaire, le mini transat, c'est les petits bateaux de 6,50 m. Donc les voiles sont assez petits, on peut tout gérer tout seul, et donc les manœuvres sont pas trop dures. Les voiles pèsent que quelques kilos par voile. Sur mon bateau, le bateau Initiative Cal, il mesure 18 mètres, et mes voiles pèsent plus lourd que moi, donc il y a des voiles qui pèsent 70 voire plus kilos, donc hisser une voile comme ça ou simplement bouger sur mon bateau, c'est un effort assez intense, donc ça change un peu la donne. Effectivement, j'ai déjà fait une séance d'initiation à la voile autour de la Corse avec l'UCPA. Et je confirme que hisser les voiles, à chaque fois que tu changes de trajectoire, oui. Donc il faut ajuster, baisser une voile, en remonter une autre, etc. À la fin de la journée, quand on n'a pas l'habitude, ça se sent dans les bras. Oui, c'est dur. Physiquement, c'est dur. Ouais. C'est très dur physiquement. Et alors, c'est quel type de force mentale la voile mobilise pour réussir à gagner une course au large? Comme c'est très physique et que ça dure pas que 8 heures, une course au large océanique, c'est la discipline que je cours, c'est les courses qui durent plusieurs semaines à la fois. Donc on ne dort pas 8 heures par nuit, on est en solitaire, donc c'est une course où le bateau continue à avancer aussi vite la nuit et le jour. Sinon on se fait du blé, donc si on a envie de gagner, il faut aller à fond tout le temps. On a un pilote automatique qui barre le bateau quand nous on prend pas la barre, donc on a un moyen de diriger la barre. C'est une sorte d'ordinateur, mais on a les blocs de sommeil beaucoup plus courts qu'à terre parce qu'il faut surveiller les réglages de voile. Le vent il change tout le temps, on n'a pas envie de rentrer en collision avec un autre bateau ou d'objet, donc il y a une surveillance permanente pour la performance et pour la sécurité. Donc ça fait qu'au début je dors peut-être 15 minutes à la fois. Et j'essaie d'avoir au moins 2 heures, 3 heures par 24 heures dans les premiers jours de la course pour ne pas faire les mauvaises décisions. Mais le manque de sommeil, c'est une forme de torture. Il ne faut pas être trop en manque non plus parce qu'on peut faire des bêtises si on est trop fatigué. Il faut gérer ça. Mais on est sur les limites de notre corps physiquement et la fatigue aussi mentalement. Donc derrière, il faut prendre ces décisions-là. Si on est très cramé et qu'il faut aller manœuvrer et c'est très physique, c'est dur à se motiver. Donc c'est là où la force mentale il peut jouer. Si moi je me motive d'aller dehors sous la pluie ou sous les vagues, où ça fait un peu peur aussi, 1 heure ou 2 heures plus tôt que mon concurrent pour aller faire un changement de voile, je peux gagner des milles sur lui, même si lui il est physiquement plus grande et il fait la manœuvre plus vite, mais mentalement s'il ne se motive pas d'aller faire cet effort intense parce qu'il est trop fatigué, c'est moi qui gagne. Et c'est là où on peut faire une différence avec la force mentale. Alors par exemple, si je veux expliquer un petit peu, pour te diriger, tu prends un cap, ensuite tu établis le sens du vent. Et en fonction du sens du vent, tu vas orienter ta voile pour que le vent pousse le bateau. Et donc, tu peux dormir pendant un certain temps, mais en fait, si pendant que tu dors, le vent change, il va te changer de trajectoire. Et c'est ça que tu dois gérer quand tu me dis tu peux pas dormir très longtemps parce que... Oui. D'accord. Oui. Du coup, il faut toujours surveiller. Moi, je mets des alarmes, donc dès que le vent il change peut-être 10 degrés de direction, il y a une alarme qui sonne, il faut aller régler le bateau. Ah oui, c'est vraiment une forme de torture du coup. Ouais. Parce que et si le bateau ralentit trop, parce que mes voiles sont mal réglées ou le vent mollit, donc il y a moins de vent, pareil, ça va sonner. Et quand il faut aller changer de voile, mettre une voile plus grande parce qu'il y a moins de vent. D'accord. Ah oui, d'accord. Tu as juste la taille des voiles en fonction de la force du vent. Ok. Et dans l'ordre des questions, quand il n'y a plus de vent, tu es coincé au milieu de l'océan et tu dois attendre que le vent se lève? C'est horrible.
Ah, mon Dieu. Pour moi, il y a beaucoup de monde qui dit que mais comment ça doit être super dur dans la tempête et tout. Mais au moins, quand il y a la tempête, on peut mettre les petits voiles et on avance quand même. Mais quand il n'y a pas de vent, on n'est pas forcément dans la même zone de l'océan que nos concurrents. Donc nous, on ne voit pas de vent, on n'avance plus. Et puis on voit sur la petite carte sur l'ordinateur les concurrents qui avancent et nous on n'avance plus. C'est la torture aussi. Et quand il n'y a pas de vent au milieu de l'océan, il y a toujours les vagues. Et là, du coup, il y a des voiles qui claquent. Le bateau il bouge dans tous les sens. Et on essaie de trouver le petit zéphyr de vent pour faire avancer le bateau, mais chaque vague ça dérange les voiles. Si le bateau il avance pas assez vite, ça se peut qu'il n'est plus dirigeable. En fait, il part dans tous les sens. Donc, le pilote automatique ne marche plus. Donc, on est obligé de tenir la barre. Donc, on ne peut plus dormir. C'est vraiment dur, la pétole. Donc, tu préfères la tempête à la mer d'huile Oui. En plus, je suis anglaise, donc j'ai grandi dans la tempête. Je prendrais ça comme titre, je pense. J'ai grandi dans la tempête. Et c'est quoi tu te souviens le plus longtemps que t'as passé comme ça à attendre que le vent revienne? Pour moi, oui, le moment le plus dur, c'était lors du Vendée Globe en 2009, et je remontais l'Atlantique après. Donc, j'étais pas loin de l'arrivée en termes en course de 3 mois. Je pense que j'étais à plus que 2 mois de course passée. Et là, au large du Brésil, il y avait ce pétole qui avançait un peu tout doucement avec moi. Et mon concurrent le plus proche, il arrivait derrière avec beaucoup de vent. Et moi, j'étais coincée et j'arrivais plus à traverser cette zone de pétole. Et en plus, on n'imagine pas de vent, qu'il fait beau, il y a le soleil au-dessus. Mais là, c'était pétole sous les orages, au large du Brésil. Donc, il faisait gris, il y avait la pluie, la mer, beaucoup de vagues, mais pas assez de vent. Et des orages, des éclairs. Je restais là, moi j'avais l'impression que c'était plusieurs semaines, mais c'était plusieurs jours. Ah, quand même plusieurs jours. Mais je pense que j'ai perdu 5 ou 600 000, ce qui est beaucoup coincé dans cette zone. Je ne me représente pas ce que c'est en distance du tout. Donc je pense que j'ai peut-être perdu 2 jours. 2 jours. Ouais. Et à l'inverse, est-ce que tu as déjà eu des moments où il y a trop de vent et tu n'arrives plus à avoir le contrôle du bateau? C'est un peu le peur d'arriver dans ces situations-là où on a trop de vent. Et souvent, avant qu'on descende dans la mer du Sud, parce que pour nous, les marins qui font le tour du monde, l'océan un peu où on a un peu tous peur, c'est le mer du Sud parce qu'on n'y va jamais. C'est là où les vagues sont le plus gros parce que c'est autour de l'Antarctique. Donc c'est une mer où il n'y a pas de continent ou terre qui empêche les vagues à grandir. Donc les vagues, ils ont tout le tour du monde pour grandir. C'est là où il y a les tempêtes, il y a beaucoup de vent, et donc on voit ces énormes vagues. Et c'est là où on a un peu peur de ces conditions-là. Et en plus, à ce moment-là, on est loin de partout dans le monde parce que on est loin de la terre. Donc si quelque chose se passe mal, il n'y a personne qui va venir nous chercher. Donc il y a un peu tout ensemble qui fait que des fois on a peur. Après, en réalité, ça arrive, pour moi, ça arrive pas très souvent d'avoir peur qu'il y a trop de vent, que je ne peux plus rien faire, parce que maintenant on a de la chance d'avoir des informations météo. Donc on peut négocier ces zones qui sont vraiment trop dangereuses pour nous, pour éviter de rentrer dedans. Et puis on s'entraîne. Donc moi j'ai de la chance avec mon équipe, je pars avec eux à bord, mon bateau. Donc on part tous ensemble sur le bateau Initiatica. On va chercher les tempêtes pour que je m'entraîne avec eux. Donc je sais que si je peux pousser, essayer de trouver mes limites, les limites du bateau avec mon équipe technique avec moi, parce que je sais qu'on est plusieurs. Si jamais il y a un problème, on peut gérer à plusieurs. Du coup, je pousse un peu plus loin que j'aurais fait tout seul. C'est comme ça que je peux... moi, souvent, je me rends compte que mon bateau est capable de faire des choses incroyables, et moi aussi. Et on teste notre corps, on teste nos bateaux.
en entraînement avec nos équipes, avec nous, et c'est comme ça, on gagne en confiance, on apprend comment gérer les bateaux dans ces conditions-là, et c'est comme ça on peut partir un peu plus sereine sur les courses, sachant que on connaît les limites, les limites des bateaux, et puis on peut se mettre les zones. Si le vent est un peu plus fort que 50 nœuds, je ne vais pas, et je garde le météo pour ça. C'est quelle hauteur une grande vague, quand tu parlais des grandes vagues là dans la zone sud? Environ, donne-moi une fourchette de hauteur. Ouais, on peut aller jusqu'à plus que 10 mètres de vagues, donc c'est plusieurs étages d'immeubles. Donc tu vois plusieurs étages d'immeubles qui t'arrivent dessus? Oui. Mais oui, c'est assez impressionnant. Mais ça n'arrive pas comme ça. C'est le vent qui forcit, les vagues qui grandissent. Ça arrive doucement. Et souvent, les très grandes vagues, les vagues, heureusement, ils sont très longs aussi. Donc, c'est plus c'est pas les immeubles qui arrivent sur nous, c'est plus les collines, les montagnes qu'on se balade autour. Et 10 mètres, c'est un peu trop. J'essaie d'éviter 10 mètres, donc c'est autour de 6-8 mètres qu'on peut voir nu. Ouais, ça reste quand même un bon étage ou deux, quoi, dans le... Oui, c'est très, très puissant. La première fois que tu as fait une course en solitaire autour du monde, t'avais quel âge environ? J'avais 32 ans, je pense. Ok, c'est exactement mon âge. Je ne suis pas prête à partir en solitaire autour du monde. Et toi, qu'est-ce qui t'a fait sentir que tu voulais y aller, tu voulais faire ça? Parce que j'étais prête. Et ça, c'est moi, je suis ingénieure, je suis pas trop rêveuse. Et du coup, je voulais jamais faire quelque chose si je me sentais pas capable de faire ça bien. Donc, j'aurais pu être capable de partir à 22 ans et faire un tour du monde, mais j'aurais pas fait bien et j'aurais me fait peur. Et je préfère d'attendre que de m'entraîner, de me préparer, de faire les choses un peu plus raisonnables avant pour gagner l'expérience, pour pouvoir quand je vais, parce qu'on n'y va pas tous les jours non plus, que je vais faire ça bien et je vais être fière de moi et je vais aussi me faire plaisir parce que un tour du monde, c'était pour moi en 2008 95 jours, 3 mois, et je préférais de partir et me faire plaisir et profiter de cette expérience que de partir un peu galérer et dire plus jamais je fais ça. Donc c'est la façon que je fais les choses. J'y vais pas jusqu'à je me sens prête à faire ça bien. 95 jours pendant lesquels tu ne dors pas. Moi aussi, je dors. Donc, pendant un tour du monde, il faut essayer de dormir au moins 5 heures tous les 24 heures. Et après, il y a les moments où c'est très fatigant. Il y a des périodes où on peut dormir plus. Il y a des périodes où il faut rester veillé un peu plus. Donc, on écoute notre corps. Quand c'est 3 mois, on peut pas être en mode servi. Il faut continuer à vivre et il faut... oui, comme j'ai dit avant, si on est trop fatigué, on fait les erreurs et ça coûte les milles ou la performance, ou au pire, ça peut nous coûter notre vie ou une casse de matériel si on fait les erreurs à cause de la fatigue. La navigation, aujourd'hui, c'est ta carrière? Tu en vis complètement? Oui, j'ai de la chance. J'ai énormément de la chance que c'est ça. Et à quel moment dans ta vie, tu as décidé que tu voulais que ce soit ta carrière? Tu voulais faire que ça? Je pense que quand j'ai choisi les sujets que j'allais étudier à la bac, parce qu'en Angleterre, on réduit vachement le choix de sujet des études, à ce moment-là, je savais que je voulais travailler dans le milieu de la course au large. Mais à ce moment-là, j'ai jamais cru que j'allais être sur le bateau. J'ai choisi mes sujets et ma diplôme d'ingénieur pour pouvoir être ingénieur dans une équipe technique ou travailler comme architecte ou dans la structure des bateaux. Donc, oui, quand peut-être à l'âge de 16 ans, j'ai un peu défini mes choix d'études pour ça.
Donc à 16 ans, tu voulais rentrer dans cette voie, mais ensuite à quel moment ta carrière prend un tournant parce que finalement t'es pas du tout dans l'équipe technique, t'es la navigatrice. Oui, et ça s'est passé très vite parce qu'il y avait juste une opportunité qui s'est ouverte la dernière année de ma diplôme. J'avais vu une de mes idoles de mon enfance, Tracy Edwards, c'est une femme anglaise. Elle a monté ce projet Trophée Jules Verne, équipage féminine pour faire le tour du monde. Et elle avait monté ça pour partir un an avant. Donc, j'aurais pas pu participer parce que je voulais absolument finir ma diplôme et mettre ça dans la poche parce que c'est très, très bien de l'avoir. Et puis, son projet il a pris plus de temps à mettre en route. Donc, finalement, juste quand j'avais eu ma diplôme, elle cherchait les derniers membres de son équipage. Et puis, c'était un peu de bouche à l'oreille, un peu le réseau des marins qui a fait qu'elle m'appelait et qu'on m'a proposé d'envoyer un CV. Donc, j'ai pas trop cru qu'elle allait me prendre parce que j'avais pas énormément d'expérience de la course océanique. Mais elle m'a pris pour faire un essai en transatlantique de New York à l'Angleterre. Et puis l'entretien d'embauche. On part oui, faire la traversée de l'Atlantique. Ok. Et du coup, j'ai raté ma remise de diplôme parce que j'étais au milieu de l'Atlantique. Et puis, à l'issue de cette première transat, elle m'a proposé un job. Donc, à 22 ans, sortant de l'université avec une diplôme, j'avais l'équivalent d'un CDI, je crois, ou D, je ne me rappelle plus, pour d'être embauché comme équipage de Tour du Monde. Donc, en préparation, on avait peut-être 9 mois de préparation avant de partir. Raconte-moi ta première course océanique au large. La première course océanique c'était une course un peu plus courte, donc dans la Manche, et c'était une course entre l'Angleterre et la France. Ok, arrête de me raconter, ça va m'énerver. Et là, mes parents avaient un bateau, mais ils ne faisaient jamais la course. Et moi, je voulais faire la compétition. Donc, j'ai fait le tournée du ponton de Petite Marina où il était garé le bateau familial parce qu'il y avait des bateaux qui faisaient des régates de dimanche et je me suis vendue aux gens que je connaissais pas. Mais j'avais vu qu'ils partaient tous les week-ends à faire des régates. Donc, j'ai un peu frappé sur toutes les portes de bateaux pour essayer d'avoir l'expérience. Et il y avait une famille qui était très gentille qui m'ont pris, sachant que j'avais jamais fait de régate. Donc, ils m'ont pris et ils m'ont tout appris à faire la régate et à faire certaines jobs sur les bateaux. J'ai fait mes premières courses avec eux, avec cette famille. J'ai des souvenirs toujours. On a même gagné les courses. T'avais quel âge ? Je pense que j'avais 19 ans. Ah, d'accord. Et ta première course en solitaire, c'était quoi ? Ma première course en solitaire, c'était le Mini Transat. Donc, c'est une course, j'ai parlé de ces fameux bateaux de 6,50 m. Et c'est une course transatlantique et c'est génial comme première course. Donc, pour toutes les filles qui écoutent, si vous voulez lancer dans la course au large en solitaire ou en équipage de vie, il faut aller regarder la classe, la Mini Transat, la classe des bateaux de 6,50 m. Et c'est un transat en solitaire, un peu à l'ancienne. On a le droit au GPS, mais pas trop d'ordinateur ou la haute technologie, donc ça coûte pas super cher. C'est des bateaux de 6,50 m, donc on peut tout faire tout seul, ou avec des potes, ou avec le soutien. Moi, j'ai fait avec le soutien de ma famille. Et j'ai trouvé un petit partenaire pour financer le projet. Donc, j'ai traversé de La Rochelle à Salvador de Bahia, au Brésil, en solitaire. J'avais 26 ans. On a fait ça en 2 escales, avec une escale aux îles Canaries. T'as mis combien de temps pour la traverser ? En tout, je pense que la première étape, j'ai dû mettre un peu plus que 2 semaines pour aller aux îles Canaries. Et puis la deuxième étape, 3 semaines. Donc en tout, je pense à peu près 5 semaines de navigation en solitaire. Est-ce que il y a un moment pendant tes courses, pendant tes traversées, où tu t'es déjà fait peur ?
Oui. Beaucoup de moments où j'ai peur, mais la peur, je pense que c'est quelque chose qui sert à quelque chose. Et le peur, ça nous aide à faire ce qu'il faut faire dans ces situations dangereuses. Un peu comme, c'est un peu le même que l'instinct de survie. Donc je crois bien en ça. Donc moi, j'ai pas peur d'avoir peur. Parce que je sais que quand j'ai peur, je vais avoir les bonnes réactions. Si j'ai peur d'avoir peur, il faut pas faire ce que je fais. Donc c'est ça, il faut jamais avoir peur d'avoir peur. Il faut dire je vais avoir peur, mais je vais bien gérer ces moments-là. Et ces moments-là va pas m'empêcher à faire ma course. Et plutôt l'inverse, ça m'aide à avancer. Après, j'ai eu, donc ça c'est moi tout seul sur mon bateau. On fait beaucoup de stages de survie, c'est navigation avec mon équipe technique. Donc je vais me faire peur avec mon équipe avec moi. Et comme ça, quand j'ai peur tout seul, j'aurai ces souvenirs de mes entraînements et ça me donne confiance de faire, d'avoir les bonnes réactions et de bien gérer chaque situation. Et peut-être le plus peur que j'ai eu, c'était en équipage. Donc, j'ai fait le Volvo Ocean Race, une course autour du monde en 2014-2015. J'étais le skipper, donc j'étais le chef du bateau. Et donc, j'avais une équipage, on était 12 à bord. Donc, j'étais responsable pour 12 vies qui ne sont pas les miennes. Et ça changeait beaucoup. Et j'ai beaucoup appris sur le management, mais aussi la responsabilité de ramener tous ces 11 filles sur la ligne d'arrivée de chaque étape sur une course qui était dangereuse. J'ai eu des moments où j'ai eu peur parce que j'ai eu peur de perdre quelqu'un à l'eau. C'est une course qui est dangereuse dans les conditions difficiles. Il y a les moments où on fait les manœuvres de changement de voile et il y a les filles qui travaillent à l'avant du bateau. Et en équipage, c'était moi à la barre sur ces moments-là. Donc, si j'avais mal barré le bateau ou si j'avais planté le bateau dans une vague, je peux blesser ou pire mon équipage. Donc, ces moments-là, pour moi, c'était peut-être les plus difficiles et j'ai bien senti cette poids sur mes épaules. Tu parlais de management à l'instant et c'est vrai que moi je me rends compte que donc je suis manager aussi, une dizaine de personnes. Entre les jours où j'ai bien dormi et ceux où j'ai moins bien dormi, j'ai beaucoup moins de patience. J'imagine pas ce que ça doit être de manager tout un équipage quand tu peux dormir que quelques heures par-ci par-là. Oui, et en plus, tout l'équipage n'a pas bien dormi non plus. En plus, exactement. On est sur une course autour du monde, souvent on est dans les conditions extrêmes, donc de soit très très froid, soit trop chaud. On mange des plats lyophilisés, on n'a pas accès à la nourriture. On est très fatigué, souvent on a un peu mal partout. Il y a beaucoup d'émotions et quand on est fatigué, ça multiplie les émotions par 2, par 3, et il faut bien canaliser tout ça et gérer tout ça. Mais heureusement, en équipage, on n'a pas tous un mauvaise journée ou un mauvais moment en même temps. Et donc c'est là où il faut gérer l'équipe pour qu'on booste ceux qui ont une mauvaise journée, nous on tient toujours sur le maillon faible et c'est une course où il faut qu'on se tient vers le haut pour bien performer, mais c'est pas facile dans ces conditions-là et j'ai beaucoup appris. Est-ce que tu as la sensation d'avoir dû dépasser des obstacles dans ta vie ? Oui, beaucoup. Tout le temps, mais ça nous rend plus fort aussi. Donc moi j'essaie d'utiliser ça comme motivation pour dépasser les obstacles. Et puis je pense que on est peu de monde qui réussit à partir même sur un Vendée Globe. Donc il faut être vraiment motivé pour passer sur tous les obstacles et ceux qui sont le plus motivés arrivent. Oui, j'ai eu des problèmes pour nous, juste pour arriver aux lignes de départ d'une course, il faut trouver le budget.
j'ai passé les années et les années à aller vendre mon projet, d'avoir beaucoup de réponses négatives, de monter les business plans, monter une entreprise, prendre les gros prêts de la banque pour payer les bateaux, prendre les risques. Et puis voilà, les obstacles aussi sur l'eau. Sur un Vendée Globe, j'ai dimaté. Et ça, c'était difficile. Le mât, donc j'ai cassé mon mât. Donc c'est impossible de remettre ça. Et un Vendée Globe, si on arrête ou on a besoin de l'aide extérieure, on est disqualifié. Donc c'est un abandon. Abandonner la course après que 7 jours. Pour moi, c'était une énorme déception et c'était dur à me rebooster après ça. Mais j'ai utilisé chaque obstacle, il faut réfléchir à qu'est-ce que j'ai appris, comment je peux être plus fort après, comment je peux utiliser ça pour rebondir, pour faire autre chose, pour faire la prochaine fois mieux. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'en sort. Et sur un Vendée Globe, un tour du monde, quand on dimate, on abandonne, on est obligé d'abandonner la course. Après, c'est aussi une autre aventure. Parce que je me suis retrouvée au milieu de l'océan avec un mât cassé qui était en train de casser tout le bateau. En plus, j'avais pris un prêt bancaire pour acheter ce bateau-là. Il fallait ramener le bateau en France. Déjà, il faut ne pas couler le bateau. Il faut essayer d'arriver jusqu'à la terre. Puis, comment je vais ramener mon bateau en France? Comment je vais m'en sortir après? Donc, moi, je suis basculée j'étais sur une course en tant que concurrente performance vers une autre aventure une aventure de la vie pour voir comment je vais m'en sortir et qu'est-ce que je vais apprendre et quelle aventure je vais traverser pendant tout ça. Ton bateau s'appelle Initiative Cœur et c'est le nom d'un projet humanitaire. Oui. Est-ce que tu peux me le présenter et m'en parler? Ouais, ça c'est un projet de rêve maintenant que je vis parce que le projet Initiative Cœur est directement lié avec l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Donc le projet a été créé par le skipper précédent, Tanguy de la Motte. Pour soutenir l'association. Donc, il a réussi à convaincre son premier partenaire, qui était Initiative, qu'il voulait courir pour lever l'argent pour aider Mécénat Chirurgie Cardiaque, sauve les vies des enfants. Donc, l'association, le but de l'association, c'est d'aider les enfants qui sont nés avec les malformations cardiaques dans les pays qui ne peuvent pas soigner ces enfants chez eux, de les faire venir en France et les faire opérer en France avec un accueil dans une famille d'accueil pendant leur séjour en France et puis les envoyer chez eux guéris. Donc c'est une chouette histoire. Et il y a malheureusement, il y a beaucoup de pays où, malgré la technologie maintenant, ça n'existe pas partout et qu'il y a les enfants qui meurent, en France, ils sont opérés dans les premiers mois de la vie et ils ne se rendent même pas compte qu'ils avaient été malades. Donc, c'est quelque chose qui est génial parce qu'on peut sauver les enfants et après, ils n'ont plus besoin de soins ni traitement pour le reste de la vie. Donc, c'est assez simple comme histoire et c'est un projet que moi, je suis super fière. C'est un des projets... C'est unique dans le monde de la course au large parce que souvent les partenaires ils utilisent nos bateaux comme des espaces publicitaires. On est beaucoup suivis. C'est génial, c'est parfait pour les sponsors faire de la pub ou de faire venir les invités. Et nous sur notre projet Initiative Cœur, on a 3 partenaires principaux, excuse-moi mon franglais, et ils offrent quasiment tout leur espace publicitaire à l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque. Et ils sont tous d'accord, tous les 3 partenaires, même si c'est des entreprises complètement différentes. Donc c'est un projet qui est très solidaire entre nous, notre équipe et puis nos partenaires.
Et puis, voilà, tout l'espace du bateau, c'est pour l'association. Et chaque fois, je fais une grande course. On fait une campagne sur les réseaux sociaux pour essayer de sauver le maximum d'enfants. Donc, on se met un objectif de nombre d'enfants à sauver, sachant que pour sauver un enfant en France, c'est à peu près 12 000 €. Et puis, on lance sur les réseaux sociaux. Et le deal avec nos partenaires, c'est que chaque nouveau clic ou chaque nouveau like sur les réseaux, les partenaires, ils donnent 1 €. Donc, le public peut m'aider à lever plus d'argent sans payer eux-mêmes, simplement en cliquant, en devenir fan du projet et à partager avec tout leur réseau aussi. Et puis, c'est nos partenaires qui donnent l'argent. Et oui, Esther Meunier, qui travaille chez Mademoiselle, était venue passer une journée, je crois, avec toi sur le bateau pour t'interviewer, pour présenter l'association. Et à ce moment-là, on avait effectivement relayé la campagne d'Initiative Cœur. Oui, merci. J'espère qu'on a ramené du clic. Merci beaucoup, parce que vous, Mademoiselle, vous êtes très forte dans les réseaux sociaux, donc ça a bien marché. C'est grâce aux lectrices, aux auditrices qui nous écoutent, donc merci à vous qui nous écoutez. Et du coup, la prochaine fois qu'il y a de nouveau une campagne où on peut vous aider, où on peut vous ramener du clic et du like, on remettra tous les liens pour que tout le monde puisse venir soutenir l'association. Et ça va être dans pas longtemps, parce D'accord. que la prochaine course, c'est la route de Rome. Une course qui est très connue en France, donc je suis fière de pouvoir partir. Et cette année, j'ai participé à une mission médicale avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. J'étais bénévole, on est allé en Afrique, au Burundi. Et, j'ai passé 5 jours dans un hôpital là-bas, qui m'a convaincue qu'il ne faut jamais être malade là-bas. C'est pas du tout pareil que les hôpitaux ici en France. Et on a vu 125 enfants. Pendant les 5 jours, il y avait un cardiologue bénévole de France qui est venu, et puis avec les gens de l'association de mécénat. Moi j'ai appris comment on fait les électrocardiogrammes et les enquêtes sociales pour toutes les familles. Et on a vu des nouveaux enfants qui pourraient bénéficier du être programme. opérés. Et déjà, je pense qu'il y a déjà 4 ou 5 qui sont sauvés. Donc, il y avait une petite fille, Mireille, que j'ai rencontrée là-bas. Et on a filmé. En fait, elle n'est même pas venue du Burundi. Elle avait traversé 2 pays. Elle est venue du Congo avec sa grand-mère. C'était à peu près en aller-retour. Je pense qu'ils ont mis 2 jours et demi pour venir. C'était sa dernière chance d'être sauvée. Et elle pouvait être opérée. Elle est venue en France, donc on a filmé. On s'est invité chez sa grande-tante parce qu'elle dormait, elle était logée chez la famille Bujumbura. Et on a demandé si on pouvait venir filmer chez elle. Donc on a fait un petit tournage pour raconter toute l'histoire de Mireille depuis le jour que je l'ai rencontrée, qu'elle était habillée en princesse. Elle savait pas si on pouvait faire quelque chose. On a rendu compte que oui. Et puis, j'étais là à l'aéroport quand elle est arrivée en France avec son convoyeur, Georges, qui l'a emmenée avec Aviation Sans Frontières. Et puis, on l'a suivi toute l'opération de Mireille avec Régine, la chirurgienne. Donc, une femme en plus, chirurgienne qui est opérée à Paris. Et donc Mireille, elle est guérie, elle est venue visiter mon bateau en plus. Et tout ce film-là, on va partager pendant la route de Rome pour toutes les lectrices qui s'intéressent à voir ça. Et on espère que ça va aider à récolter encore plus de dons. La route du Rhum, ça commence quand ? Ça commence le 4 novembre. C'est vraiment très bientôt. J'espère que je diffuserai cet épisode juste au départ de la course. Comme ça, on pourra te suivre. Je pense qu'on peut te suivre en direct, ta progression. Oui. Je vais être motivée parce que le plus que je partage, le plus j'ai des fans et le plus qu'on va gagner de l'argent pour l'association. Super, on va faire ça alors. On arrive dans les questions de la fin de cet entretien. Les questions que je pose en général à mes invités. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné dans la vie ? Le pire conseil, c'était tous les conseils quand je suis devenue maman. Tous les conseils, comment il faut faire, comment on fait ci, fait ça quand on devient maman. Et à côté de ça, le meilleur conseil, c'était de ne pas écouter un seul conseil des autres quand tu deviens maman et écoute toi-même. Totalement hors sujet de voir le nid bateau, mais voilà.
Mais alors, donc, tu as des enfants ? J'ai un enfant, oui. J'ai un fils qui a 7 ans. Et ton compagnon, il est aussi navigateur ? Oui. Et vous partez parfois en course en même temps ? Oui, on s'est rencontrés, on était concurrents. Et maintenant, à nouveau, on est concurrents et on a un enfant. Donc, la logistique familiale est très compliquée. Mais moi, je suis assez fière déjà d'être maman et d'être athlète de haut niveau ou même d'avoir une carrière en étant maman. J'espère que je peux être la preuve. Je sais que vous avez beaucoup de jeunes lectrices. Je suis assez à fond pour dire que c'est possible parce que c'est les questions que je me suis posées quand j'étais plus jeune. Je dis, j'ai envie de naviguer, j'ai envie d'avoir une carrière. Est-ce que c'est possible ? Donc oui, c'est possible. Il faut être organisé, mais si on est motivé, tout est possible. Mais maintenant, oui, avec mon mari, on est concurrents, on fait les mêmes courses. Donc l'organisation est un peu compliquée, mais on a un super réseau autour de nous, entre les amis, les familles et une nounou, on y arrive. Il y a de plus en plus, je trouve, d'athlètes qui font cette démonstration que c'est possible. Oui. Serena Williams, l'année dernière en tennis, aussi, moi, ça m'a fait prendre conscience que, mais en fait, si vous y arrivez à ce niveau-là d'exigence, de performance, de contrainte, je pense qu'on est nombreuses à pouvoir y arriver. Personne dit que c'est facile, mais on dit que c'est possible. Mais en fait, quand on devient maman, moi j'ai appris ça parce que j'étais pas trop à fond. Je suis pas. J'ai fait toutes les conneries. Je pense qu'on peut faire quand on devient maman. On comprend rien. Il dit tu vas comprendre les cris de ton bébé. Ils vont te dire ce que c'est. Moi j'ai rien compris. Mais en même temps, on apprend plein de choses. On devient 10 fois plus efficace. Donc, on arrive à faire 200% de plus dans une journée quand on devient maman. Donc, on est beaucoup plus organisé. Du coup, c'est facile à faire et l'enfant et la carrière, ça c'est sûr. Et puis, en tant qu'athlète, en fait, quand on devient maman, notre corps il change beaucoup. Et on a envie que ça revienne vite pour qu'on peut partir à faire du sport. Et on apprend à écouter le corps. Et pour moi, sur un bateau, sur une course d'endurance, c'est hyper important. Je pense que c'est une force ou peut-être un avantage d'être une femme et être une maman. Sur le côté d'endurance et de gestion de cours d'athlète, je profite de cette expérience. Est-ce que tu as un regret dans ta carrière ou dans ta vie ? Est-ce que j'ai un regret ? Non, j'ai pas de regret. Peut-être le seul question que je me suis dit, c'est toujours sur le même sujet de maman et d'avoir les enfants. J'ai un enfant et j'aurais aimé qu'il avait un petit frère ou ça, et il l'a pas. Donc ça c'est la vie et la nature, mais actuellement au début c'était un regret et maintenant je suis plutôt contente parce que c'est plus facile avec ce que moi je fais et mon mari on fait garder un enfant que 2. Donc c'est un regret avec donc il y a toujours des comment on dit en anglais, que chaque nuage a une silver lining. Exactly. Ok, je sais pas comment on dit en français. C'est quoi ta plus grande fierté ? Actuellement, ma plus grande fierté, j'ai plusieurs. Vas-y. Mon 4e place lors du Vendée Globe 2008-2009. Je suis super fière de ça. Je suis toujours. De gagner l'étape du Volvo Ocean Race qui arrivait à Lorient avec mon équipage féminine. C'était la première fois une équipage féminine gagne une étape. Surtout en scratch du Volvo Ocean Race, et puis d'être maman. Bien, merci beaucoup Samantha Davis. C'était un plaisir de t'accueillir chez Mademoiselle au micro de Sois gentil, dis merci, fais un bisou. Et on te suivra pendant la route du Rhum et je te souhaite de gagner, tout simplement. Merci. Merci beaucoup. Sois gentil, dis merci, fais un bisou. C'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode et une nouvelle femme fantastique à découvrir sous un nouveau jour. Tu peux t'abonner sur ton appli de podcast, bien sûr, et ça m'aide énormément à faire connaître ce programme si tu en profites pour aller mettre 5 étoiles sur iTunes et un commentaire enthousiaste.
Tu peux également faire découvrir ce podcast à tes amis par Deezer, Spotify, SoundCloud ou la chaîne YouTube dédiée, ou encore sur mademoiselle.com où les épisodes paraissent chaque jeudi. Ton soutien est précieux, alors merci sincèrement d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour les commentaires et les étoiles. Le meilleur moyen d'aider ce podcast à grandir et d'aider Mademoiselle à grandir, c'est encore d'en parler autour de toi si ça te plaît. Merci beaucoup, à jeudi.